Alors, bienvenue à ce webinaire très particulier. En fait, c'est peut-être le quatrième webinaire qu'on tient cette année de cette façon, de façon virtuelle. Je vais partager mon écran, question que vous soyez tous dans le sujet. Et le sujet, je dois l'avouer, il est assez chaud, merci. Alors, l'impact des élections américaines. Les élections américaines arrivent à grands pas et on pourrait dire que les élections après la pandémie seraient le sujet d'inquiétude d'une majorité d'investisseurs. Et peut-être justement, vous êtes inquiets, nous aurons des réponses pour vous et nous aurons aussi des experts, des spécialistes tant de la politique américaine, des experts aussi des marchés financiers pour analyser l'impact économique et financier et aussi un correspondant, un journaliste qui est en sol américain présentement pour nous parler du pouls justement de l'électorat américain. C'est dans une semaine, les élections américaines et l'équipe majeure gestion privée a tenu bon de vous informer avec cette édition, ce webinaire tout spécial. Vous êtes près de 200 en ligne, alors je vous remercie de votre participation. Ça correspond aussi à un chiffre qui est tout rond aussi. On a franchi le cap des 200 milliards d'actifs, la grande famille CI Ascente pour le mois d'octobre, pour vous dire que des fois, il y a des astres qui sont alignés. Alors, vous les voyez à l'écran. Nous avons nos spécialistes. Vous avez, par exemple, Raphaël Jacob, chercheur universitaire en politique américaine à l'UQAM, la chaire Raoul Dandurand, et Raphaël, qu'on a vu très souvent commenter l'actualité à la télévision et qu'on entend de façon quotidienne en semaine au 98.5 Cogeco Radio, Cogeco Média, avec Patrick Lagacé. Jean-Philippe Bry est notre spécialiste de signature, stratège et gestionnaire de portefeuille. Jean-Philippe Bry sera des nôtres pour parler plus de l'impact économique. Et Richard Etu, journaliste à la presse, le correspondant à New York, va nous parler, comme je l'ai dit précédemment, de ce qui se passe sur le terrain. Alors, tout le monde est en direct. S'il y a des petites bévues de temps à autre, je vous demande d'être indulgent. On fait donc du direct pour vous, pour bien vous renseigner sur les effets justement des élections américaines. Alors, notre premier intervenant, c'est Raphaël Jacob, chercheur postdoctoral à la chaire Raoul Dandurand et commentateur politique. Alors, Raphaël, merci beaucoup de votre présence. Et puis, j'aimerais vous entendre un peu sur la situation actuelle. Et je vais repartager mon écran parce que ce qui étonne cette année, qu'est-ce qui est un peu nouveau, je pense, c'est les sondages. C'est en fait le doute, la méfiance d'à peu près tout le monde face au sondage. On se dit, serait-ce possible que cette fois, on se trompe encore comme en 2016 ou encore les sondages, on peut s'y fier là-dessus. Il y a 5038 qui analyse une panoplie de sondages sur le terrain et puis les résultats sont éloquents, là, on les voit là. Les résultats sont éloquents, les projections sont éloquentes. En même temps, on doit garder en tête deux choses, je crois. De un, c'est qu'il s'agit de projections et non pas de résultats. Ça, je pense qu'après 2016, c'est un constat de base qui s'impose. Et de deux, que même quand on est à 99 % de chances de remporter une course électorale, on ne peut pas arrondir à 100. Autrement dit, oui, on est dans une situation où je crois que s'il n'y avait pas eu l'espèce de trauma collectif qu'on a vécu en 2016, lorsque je parle de trauma, je parle d'abord et avant tout pour les sondeurs et les analystes qui se sont gaurés, évidemment, moi le premier dans les dernières semaines, de la course présidentielle, si on n'avait pas eu cette espèce de choc-là, donc, je pense qu'on serait beaucoup, beaucoup plus clair dans nos projections et dans l'état, dans notre présentation de l'état réel de la course. Parce que, oui, c'est sûr qu'il y a une espèce d'incitatif, là, je dirais médiatique, à garder ça excitant, à laisser miroiter la possibilité que que les deux candidats l'emportent. La réalité est quand même assez claire et elle est claire depuis des mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on a une course au coude à coude. Pas du tout. En fait, on n'a pas vu depuis le début du 21e siècle une course qui était aussi clairement tranchée d'un côté plutôt que de l'autre. Il faut probablement remonter, en fait pas probablement, il faut définitivement remonter à la campagne de réélection de Bill Clinton en 1996 pour trouver une course où l'avance d'un des deux candidats est aussi importante de façon aussi stable et aussi longue sur la ligne de temps. On remonte bien avant le début de la pandémie. Donc, ce n'est pas simplement une question de la COVID-19. Là. On remonte bien avant la pandémie jusqu'au tout début de l'année 2020 et on regarde l'agrégation des sondages qui ont été menés à l'échelle nationale entre Donald Trump et Joe Biden. Donc, même avant que M. Biden devienne le candidat officiel ou même pressenti du Parti démocrate,
Et c'est la même dynamique qu'on observe, qui voit très, très, très peu de fluctuations. Une avance en moyenne qui a bougé à peu près entre les 6 et les 10 points pour M. Biden. Donc, il y en a probablement qui vont être tentés de dire deux choses. La première, c'est qu'on a déjà vu ce film-là en 2016. Et la deuxième, que ça ne se gagne pas au niveau du vote populaire national, ça se gagne au niveau du collège électoral. Dans les deux cas, c'est vrai, mais c'est également très trompeur. C'est-à-dire que, oui, on a vu le film de 2016 dans lequel la candidate qui était favorite a gagné. Par contre, c'est un genre de comparaison qui, pour moi, est extrêmement boiteuse, c'est qu'en 2016, on l'oublie, là, mais il y a eu beaucoup plus de fluctuations que ce qu'on voit présentement dans la course cette année. C'est-à-dire qu'il y a eu à plusieurs stades de la course des moments où soit Donald Trump chauffait Hillary Clinton ou, dans certains cas, même la devançait. On n'a tout simplement pas ça cette année. Ça, c'est clair, net et précis pour quiconque qui regarde les données de façon objective. Le deuxième point, je pense, qui est aussi sinon plus important, c'est la question du fameux collège électoral. Le fait qu'encore une fois, espèce de choc collectif, il y a 4 ans, le candidat qui perd le vote populaire par un peu plus de 2 points de pourcentage, par 3 millions ou environ de votes, gagne le collège électoral et le gagne avec une marge historique, la plus grosse marge pour un candidat républicain depuis 88. Là aussi, il faut faire attention parce que oui, c'est vrai que Donald Trump l'a emporté de façon, en guillemets, confortable lorsqu'on regarde simplement la marge au niveau des grands électeurs. Mais en même temps, comme plusieurs, je pense, l'ont rappelé à juste titre depuis 4 ans, écoutez, il y a eu en fait 3 États, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, qui, à eux seuls, ont donné l'espèce de point de bascule pour Donald Trump au collège électoral. Et vous combinez la marge de victoire de M. Trump dans ces 3 États-là, c'est à moins de 80 000 voix. Moins de 80 000 voix dans 3 États. Donc, et en 2016, on avait déjà l'écart le plus élevé de l'histoire américaine entre le résultat d'une défaite au vote populaire et une victoire au collège électoral. Donc, avec quelqu'un qui perdait le collège électoral ou qui gagnait, disons, le collège électoral d'un côté et qui perdait le vote populaire par 2 points, 2,1 points de pourcentage, on avait là l'écart le plus élevé, le plus extrême de l'histoire américaine. C'est déjà une aberration historique en soi qu'on ait le gagnant d'un côté qui est le perdant de l'autre. Et on a comme l'impression qu'on l'avait pas mal étiré au maximum. Donc, cette année, écoutez, même si Donald Trump était capable de gagner le collège électoral en perdant le vote populaire par un peu plus que 2 points, ce qui n'est pas impossible. C'est concevable, un scénario dans lequel il perd le vote populaire par 3, voire 4 points de pourcentage, gagne quand même le collège électoral. Le problème, c'est que, de un, il n'est pas en train de perdre le vote populaire par 3 ou 4 points, ou même 5. Il est en train de le perdre par à peu près 8 lorsqu'on regarde l'agrégation des sondages. Il n'y a pas un scénario moindrement réaliste dans lequel il gagne le collège électoral en perdant à l'échelle nationale par 8 points de pourcentage. L'autre problème. Oui. Permettez-moi, Raphaël, pour qu'on puisse mieux saisir le collège électoral vis-à-vis le vote populaire. Comment ça marche aux États-Unis? Parce que c'est un système différent. Vous m'avez dit au téléphone que c'était relativement simple, et puis là, je voudrais vous entendre pour clarifier ça. Oui, mais merci de poser la question. Effectivement, c'est probablement la première chose qui doit être établie. Comment ça fonctionne? C'est effectivement simple. C'est différent, je ne veux pas dire complexe en soi. C'est-à-dire qu'on parle de grands électeurs, de grands électeurs. En ce qui me concerne, on pourrait parler d'un système de points. Vous pouvez voir les grands électeurs comme des billes, comme des points. Chaque État en a un certain nombre en fonction de sa population. Je simplifie, je vulgarise, mais c'est ça. Donc, un État comme le Vermont ou comme l'Alaska, qui sont très petits au niveau de leur population, évidemment, en ont 3 chacun. On a des États beaucoup plus populeux, par exemple, comme le Texas, en a 38. La Floride en a 29, etc. Et vous avez des États quelque part entre les deux, comme le Michigan, qui en a 16. Bon. Quand vous gagnez le suffrage populaire au sein d'un État, vous remportez la totalité de ces grands électeurs. Donc, si vous gagnez le Michigan par exemple, 0,3 au niveau de votre marge, comme l'a fait Donald Trump il y a 4 ans, bien, vous remportez la totalité des 16 grands électeurs. Si vous gagnez, par exemple, je donne un autre exemple, l'Arizona par à peu près 4 points de pourcentage, comme l'a fait Donald Trump, vous remportez les 11 grands électeurs qui sont associés à l'Arizona, les 11 points. Donc, la marge de victoire n'a pas d'importance. Le but du jeu, c'est de remporter suffisamment d'États donnant une majorité, lorsqu'on les combine, de grands électeurs. Donc, il y a 538 grands électeurs. Vous pouvez voir ça comme 538 points, si on veut, à l'échelle nationale, répartis, encore une fois, selon la population des différents États. Le but du jeu, ultimement, c'est d'aller en chercher
la majorité. Donc, c'est quoi la majorité? 50 plus 1. C'est quoi 50 plus 1 de 538? Bien, c'est 270. Donc, le candidat qui arrive à 270 au niveau du collège électoral remporte la présidence. Et où on a pu voir donc un écart entre le vote populaire et le collège électoral il y a 4 ans, c'est que la coalition de Donald Trump était et presque assurément et encore cette année extrêmement efficiente. C'est-à-dire que il gaspille, entre guillemets, très, très peu de votes. Donc, il perd des États comme la Californie, comme l'État de New York, par des marges absolument colossales. Et puis, il a perdu la Californie par la pire marge pour un candidat républicain depuis les années 30. Mais en même temps, ça ne change rien. Qu'un candidat perde la Californie par 1, 2 ou 10 millions de votes, ça ne donne pas plus de grands électeurs à son adversaire. Par contre, si vous êtes capable d'aller chercher des États comme la Pennsylvanie, comme le Wisconsin, comme le Michigan, avec des tout petites marges, bien, ça vous donne la totalité des grands électeurs. C'est ça qui s'est passé en 2016. C'est ça que le camp Trump espère réaliser à nouveau cette année. Mais en même temps, encore une fois, il peut voir ça un petit peu comme une marée. C'est-à-dire que lorsque la marée monte à l'échelle nationale de façon aussi importante que ça, qu'un candidat qui est, écoutez, 8, 9, 10 points en avance, je m'excuse, on ne pourra pas limiter l'inondation à une seule pièce de la maison. Et on va voir les résultats qui vont presque assurément se répertorier dans des États où Donald Trump a gagné il y a 4 ans et où il risque presque assurément de perdre cette année. Mais quelqu'un qui n'est pas fanatique et indécis, je pense qu'il y en a beaucoup moins cette année, les indécis, et ça peut jouer. Oui, ben en fait, effectivement, il y a peut-être une marge, je dirais, avec tout respect, entre fanatique et indécis, mais en même temps peut-être pas. Dans le contexte actuel, il y a du fanatisme de part et d'autre aux États-Unis. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, surtout actuellement. Ce qui est vrai, et ça aussi, c'est une grosse différence avec 2016, c'est qu'on avait un taux d'indécis qui était beaucoup plus important il y a 4 ans. Premièrement, il y a 4 ans, une autre différence fondamentale, c'est qu'on avait une élection qui était un choix, essentiellement parce que le président qui était en fonction, Barack Obama, évidemment, n'avait pas le droit constitutionnellement de se représenter. Donc, on avait le choix entre deux candidats qui n'étaient pas présidents, qui voulaient obtenir ce poste-là. Cette année, c'est foncièrement différent parce qu'on a une campagne de réélection. Les campagnes de réélection, ça, c'est quelque chose que je répète depuis plus d'1 an. Là, historiquement, c'est démontré de façon très, très claire. Ça sert de référendum sur le président qui est en fonction. Ah oui. Et donc, oui. Donc, vous regardez, par exemple, la corrélation entre le taux d'approbation du président sortant dans une campagne de réélection et son score au vote populaire. C'est très, très fort. La corrélation est extrêmement forte. Vous pouvez monter à Dwight Eisenhower, sa campagne de réélection en 56, prendre et faire toutes les campagnes de réélection des présidents sortants jusqu'à Barack Obama. L'un est presque collé sur l'autre, bon an, mal an. Donc, dans le cas de Donald Trump, il y a très, très peu d'indécis, très peu de personnes qui, après 4 ans, ont de la misère à se faire une tête sur le bonhomme et sur sa gestion du pays. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Donc, il y a ça, je vous dirais, qui cristallise davantage les intentions de vote. Il y a aussi le fait que, également, contrairement à 2016, on n'a pas deux candidats qui sont historiquement impopulaires. En 2016, on avait littéralement les deux candidats les plus impopulaires de l'histoire, M. Trump et Mme Clinton. Ce que ça faisait, c'est que ça ouvrait la porte à un rôle peut-être plus important pour les tiers partis. Plus important dans le contexte américain. On s'entend, là, le Parti libertarien est allé chercher son score le plus élevé de son histoire avec 3 du vote. Ça n'a pas cassé la baraque, mais ça peut être important. Pourquoi? Bien parce que ça fait en sorte que si vous avez le Parti vert, par exemple, qui va chercher 1 ici, le Parti libertarien qui va chercher un autre 3 Donald Trump peut espérer gagner dans certains États, comme il l'a fait il y a 4 ans avec 46, 47, 48 du vote. C'est pas nécessairement clair qu'il va être en mesure de faire ça cette année parce que le vote qui lui revient pas, presque à 100 va aller dans le camp de son adversaire. Et puisqu'il y a un taux d'approbation qui est coincé carrément autour des 43, 44, 45 depuis des mois et des mois et des mois, vous voyez un petit peu, là, en associant, en faisant 1 plus 1, là, c'est ça. On se ramasse dans une situation où, disons que la côte est difficile à monter pour lui. C'est pas impossible, je le rappelle, on l'a vu, mais ça prendrait au moins l'une de deux choses. Ça prendrait soit... Ce qui est très difficile à concevoir, Raphaël, c'est que cette élection-là, elle est totalement émotive parce que Trump, il ne met rien sur la table. On ne peut pas dire « je vais voter pour obtenir ça ». Parce que, essentiellement, tout ce qu'on attendait d'il y a 4 ans, il n'y a pas grand-chose qui s'est concrétisé, à part ce qui s'est matérialisé hier soir, c'est la Cour suprême.
C'est que je parlerai en fait des tribunaux fédéraux de façon beaucoup plus large que la Cour suprême. La Cour suprême, c'est vrai que c'est majeur. Écoutez, le président va avoir reconfiguré carrément la Cour là, en l'espace d'un seul mandat. Il va avoir modifié, ou tout au moins remplacé le tiers des membres de la Cour suprême en l'espace de 4 ans. Ça, on n'a pas vu ça depuis Richard Nixon au début des années 70, dans son premier mandat. Mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des tribunaux fédéraux dont on parle peut-être moins, mais les cours de district, les cours d'appel, qui, soit dit en passant, statuent de façon définitive sur à peu près 99 des causes qui sont logées dans le système judiciaire fédéral aux États-Unis. Là aussi, au niveau de ces tribunaux-là, il y a effectué un nombre record de nominations qui ont été confirmées en l'espace d'un seul mandat. Donc oui, ça, c'est majeur comme changement. On pourrait quand même évoquer, on se parle d'impact sur les marchés, la fameuse, en guillemets, réforme fiscale qu'il a passée. Je mets peut-être le mot réforme en guillemets parce que c'est davantage une baisse d'impôts assez simple, à la fois pour les particuliers et les entreprises qu'une réelle réforme du code fiscal. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Et il y a toute la question, je vous dirais, aussi des relations commerciales entre les États-Unis et le monde. Lorsqu'on parle, par exemple, de la renégociation de l'ALENA, bien, ça, c'est quelque chose qui a été fait, même si les changements ne sont pas nécessairement drastiques dans tous les secteurs de l'économie, mais c'est quand même des secteurs clés, comme le secteur automobile, où il y a quand même des changements approfondis qui ont été faits, qui risquent d'être faits par cet accord-là, présumé évidemment, surtout que le Mexique là, respecte sa partie de l'entente. Pour ce qui est, par contre, de, disons, remise en question d'autres relations commerciales, particulièrement à la Chine, là, je vous dirais qu'on baigne davantage dans l'incertitude, parce que si Donald Trump devait être battu la semaine prochaine, c'est pas nécessairement évident qu'est-ce qui resterait de cette espèce de bataille commerciale-là entre les États-Unis et la Chine. Donc, je vous dirais que c'est un leg qu'il va laisser assurément qu'il fasse un mandat ou qu'il en fasse deux. Mais c'est sûr que, comme pour n'importe quel président, les chances de laisser un leg plus important sont probablement plus élevées s'il est réélu plutôt que s'il est battu. Raphaël, ce que tout le monde craint, c'est qu'il y ait un résultat assez serré et que Trump perde, mais ne reconnaisse pas la défaite. Et momentanément, en 2016, Hillary a tardé un peu à reconnaître et puis on a vu que les marchés, en fait, les contrats à terme sur les indices boursiers ont piqué royalement du nez pour se redresser lorsqu'elle a concédé la victoire. Mais Trump n'indique pas du tout que peu importe le résultat, il va concéder la victoire à Joe Biden. C'est vrai. Et ça, je vous dirais que s'il y a une question que je me fais poser, plus probablement que n'importe quelle autre depuis les 2-3 derniers mois, peut-être, c'est celle-ci. C'est la question de la transition. Est-ce qu'on va avoir une transition pacifique? Est-ce qu'on va avoir une transition tout au moins ordonnée? Sincèrement, on verra. Là-dessus, c'est dans un sens absolument épouvantable d'avoir à répondre ça dans ce qui est censé être la plus grande démocratie de la planète. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est la lecture la plus juste qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Je pense qu'en bonne partie, ça va être une question de marge. Ce qui a peut-être poussé Mme Clinton, et c'est aucunement pour excuser son comportement qui était, je pense, franchement inexcusable il y a 4 ans, et même depuis, là, encore 4 ans plus tard, elle dit publiquement qu'elle s'est fait voler cette élection-là. Écoutez, elle fait essentiellement ce qu'on reproche à Donald Trump de faire, ce qu'on craint qu'il fasse en cas de défaite. Elle l'a fait depuis 4 ans. Donc, en aucun cas, est-ce que j'excuse son comportement et ses paroles. En même temps, ce qui l'a peut-être poussé un petit peu à être aussi récalcitrante, à concéder le soir même d'élection, c'est que les marges étaient très, très petites. C'était quand même clair que Donald Trump avait gagné. Écoutez, on parlait de moins d'un point de pourcentage dans 3 États, là, comme je l'évoquais tantôt, moins de 80 000 votes au final. Si cette année, on a par exemple une victoire assez décisive de M. Biden, là, je vous dirais que Donald Trump ait le goût, personnellement ou non, de concéder la victoire à la Maison-Blanche à M. Biden, la pression sur lui va devenir absolument impossible là, à gérer. Et c'est son parti là, qui va lui dire, écoutez, là, c'est assez. Là. Et ça, là-dessus, j'ai sincèrement, personnellement, aucun doute. Premièrement, parce qu'il y en a beaucoup au sein du Parti républicain à Washington qui se mordent les lèvres depuis 4 ans, qui ont peur de Donald Trump en énorme partie parce qu'il détient le pouvoir présidentiel, qui ne verseront pas beaucoup de larmes de le voir quitter. Donc, il y a beaucoup de couteaux qui risquent de sortir très rapidement lors de la soirée du 3 novembre si ça devient assez clair qu'il a perdu. Ou ça devient, je pense, beaucoup plus problématique et peut-être beaucoup plus inquiétant, effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue démocratique, c'est que si, par exemple, le 3 novembre au soir, on le déclare gagnant en Floride, et là, par la force des choses, on comprend que ça va se jouer dans le Midwest, dans des États comme la Pennsylvanie ou Wisconsin, où ça s'est joué il y a 4 ans, et où les votes par la poste, contrairement à la Floride, ne seront pas tous comptés le soir du vote. Là, ça, effectivement, ça laisse présager, disons, des lendemains d'élections qui sont
ne seront peut-être pas aussi joyeux que ce qu'on pourrait souhaiter, là. Et si, par exemple, il gagne, on a eu une question qui est arrivée de l'auditoire, c'est Daniel qui demande, M. Bégin demande si Trump gagne, mais les deux chambres, en fait, le Congrès puis le Sénat deviennent démocrates. Qu'est-ce qui peut se passer pour les prochaines 4 années? Je répondrais à M. Bégin tout simplement ceci, en fait, que les chances que Donald Trump soit réélu avec un Congrès démocrate à la fois dans la Chambre et au Sénat, ça me semble excessivement petite. C'est-à-dire que si le président est réélu, pour moi, c'est presque assuré qu'il va être réélu avec un Sénat qui est républicain. La Chambre va rester démocrate presque assurément, peu importe qui gagne. La question, je pense, qui est plus intéressante parce qu'elle est plus plausible, c'est qu'est-ce qui se produit si M. Biden est élu et que les républicains maintiennent leur majorité au Sénat? Ouais. Ça, c'est un scénario qui est beaucoup plus plausible, je pense, à ce stade-ci. Et là, je vous dirais que ça devient fascinant. Parce que pour les républicains, je vous dirais en fait que c'est probablement le scénario franchement optimal. Parce que d'un côté, ils sont débarrassés enfin de Donald Trump, peuvent commencer à rebâtir leur parti, mais pendant qu'ils le rebâtissent, ils sont quand même dans une position ils sont assez forts pour voir la nouvelle administration démocrate de M. Biden parce qu'ils maintiennent au moins une des deux chambres du Congrès. Donc, là-dessus, ça serait fascinant. Est-ce que M. Biden essaierait de jouer justement le rassembleur, c'est-à-dire l'image qu'il projette depuis le début de la campagne, essayer de faire baisser la température à Washington, rassembler les deux? Le président de tous les Américains. Exactement, le président de tous les Américains, comme il le dit depuis des mois. Est-ce qu'il est même capable de faire ça? Est-ce que si on veut, est-ce que l'air est tellement empoisonné à Washington que même avec la meilleure volonté, lorsque vous êtes président, l'autre parti, s'il est en mesure de faire de l'obstruction, il va le faire tout simplement pour vous faire perdre des plumes politiquement. Ça, je vous dirais que justement, si on a un Sénat républicain, une présidence démocrate sous M. Biden, on va avoir une assez bonne réponse à cette question-là, probablement assez rapidement dans son mandat. Et l'autre, et je conclue la réponse très rapidement là-dessus parce que ça aussi, je pense que c'est vital. Là. Si jamais, et ça aussi, c'est très plausible, en fait, plusieurs vous diraient que c'est probablement le scénario le plus probable, probablement le scénario le plus probable à l'heure actuelle. M. Biden gagne et les deux chambres du Congrès sont démocrates. Qu'est-ce que les démocrates font au Sénat? Parce que sans tomber dans tous les détails parlementaires, ceci n'est pas un détail, c'est fondamental. Le Sénat opère depuis des générations sur une base non pas majoritaire, mais super majoritaire. C'est-à-dire que pour passer à peu près quoi que ce soit, ça vous prend non pas 51 votes sur 100, c'est-à-dire une majorité simple, 50% plus 1, ça vous en prend 60 sur 100. Et l'idée institutionnellement de cet outil parlementaire-là, si on veut, c'est de faire en sorte que dans un pays aussi hétéroclite, aussi divisé que les États-Unis... Il y a des compromis. Exactement, ça force des compromis parce que c'est très, très rare qu'un parti a 60 sièges à lui seul. Donc, veut pas, vous voulez faire passer quelque chose, ça vous prend au moins quelques votes venant de l'autre côté. Là, ce que les démocrates sont en train d'envisager très sérieusement, c'est de faire sauter cet outil-là s'ils deviennent majoritaires au Sénat de façon à pouvoir faire passer leur programme sans aucune coopération républicaine. Maintenant, qu'est-ce que M. Biden va faire, justement? Si on arrive en janvier, il est le président, la Chambre est démocrate et les démocrates, par exemple, son parti ont 51 sièges au Sénat. Est-ce que, justement, il va de l'avant et il dit « Let's go, on va faire abolir cet outil-là pour tout faire passer notre programme sur une base strictement partisane » ou est-ce qu'au contraire, il recule et il dit « Non, ça n'a comme pas de bon sens, on va essayer de collaborer avec les républicains ». Et comment est-ce que son parti réagit face à ça? Écoutez, ça va être absolument fascinant et les implications pour les politiques publiques et pour les marchés sont fondamentales parce que ça peut faire la différence. En fait, ça risque de faire la différence, par exemple, entre avoir de la nouvelle législation fédérale extrêmement musclée, par exemple, en matière d'environnement, de changement climatique, les secteurs de tout ce qui est, je dirais, industrie d'énergie fossile, qui serait presque assurément ciblé de façon très, très, très agressive par la législation qui serait passée par un congrès démocrate versus soit de l'inaction ou de la législation qui voit seulement le jour après beaucoup de compromis avec les républicains. Raphaël, avant qu'on se quitte, je veux absolument vous entendre sur les possibilités de fraude dans les États en ce qui concerne le vote. Trump, on dirait qu'il met la table là-dessus. Ce sera son excuse. Il s'est fait voler, c'est de la fraude. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité de manipuler les élections américaines aussi facilement qu'il le prétend? Poser la question aux Russes. C'est vrai qu'il pourrait peut-être vous répondre.
ça dépend qu'est-ce qu'on va dire par manipuler. Personnellement, je ne m'inquiète pas là, qu'on ait là, des milliers, des dizaines de milliers, comme Donald Trump l'a prétendu suite à 2016, des millions de votes qui soient frauduleux. Personnellement, je n'ai pas cette crainte-là. En même temps, ce qui est possible, et ça, je vous dirais que c'est presque, pas aussi, mais presque aussi dangereux d'un point de vue social, d'un point de vue de santé démocratique, c'est de laisser entendre pendant des mois ou des années que l'élection a été volée, même si elle ne l'a pas été. Donc ça, je vous dirais que c'est toxique. Le président a déjà ce discours-là depuis très longtemps. Là aussi, je vous dirais que la marge de victoire pour M. Biden, s'il devait l'emporter, est importante. Parce que s'il devait l'emporter par, encore une fois, 8-10 points, qu'il tronçonne Donald Trump au collège électoral, ça devient un argument qui est tout simplement plus difficile à faire. Que si on a une élection là, qui est coupée au couteau, et là, Donald Trump peut convaincre des dizaines de millions de ses concitoyens que la seule raison pour laquelle il l'a perdu, c'est la fraude. Donc, là-dessus aussi, on verra. Raphaël, merci beaucoup de votre générosité. Ces explications sont claires et ça nous donne un petit peu plus l'heure juste sur ce qui s'en vient d'ici une semaine. Bonne journée, Raphaël. On se retrouve ici parce que les élections américaines arrivent à grands pas, amenant possiblement avec elles leur lot de turbulences sur les marchés. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vos portefeuilles sont bien diversifiés et composés de titres de qualité, mais aussi que c'est dans l'adversité que découlent les opportunités. La seule manière d'en bénéficier, c'est de rester investi. Les élections américaines sont d'une importance cruciale. On doit absolument y apporter une attention particulière, mais malheureusement, on ne contrôle pas le résultat final. Ce qu'on contrôle, ce sont plutôt les entreprises qui font partie de vos portefeuilles. En investissant dans des entreprises de qualité, on arrive à atténuer énormément le risque. Pour ceux qui ont un plan financier, sachez que dans nos projections, on prend en compte des périodes un peu plus difficiles, des périodes d'incertitude, telles qu'une pandémie ou une période électorale. Pour ceux qui n'ont pas de plan, c'est un excellent moment pour en parler à votre conseiller. Pour quelles raisons j'encourage toujours mes clients à rester investis sur les marchés américains, surtout quand la politique de placement est à moyen long terme? C'est d'avant tout parce que les économies américaines sont toujours très résilientes. Très résilientes tant en amont quant à la recherche de clientèle, parce que très souvent les très grosses capitalisations américaines ne dépendent pas ou très peu finalement du marché intérieur et dépendent uniquement de la demande mondiale. Et puis deuxièmement, même si on peut avoir momentanément une politique fiscale très agressive, les très grosses compagnies américaines sont souvent organisées de telle façon à être agiles pour s'adapter justement à ce genre de péripéties. À l'approche des élections américaines, j'aimerais vous rappeler quelques grands événements qui ont marqué les États-Unis. Par exemple, des troubles sociaux importants tels que le macartisme, l'assassinat de JFK, l'assassinat de Martin Luther King, des crises financières telles que la crise financière due à l'éclatement de la bulle techno, début 2000, la crise financière provoquée par les attentats du 11 septembre 2001, la crise financière de 2008. Or, malgré tous ces événements, les marchés boursiers ont certes réagi, mais ils ont toujours rebondi. Ainsi, l'impact de chacun de ces événements sur le marché boursier fut somme toute de courte durée. Donc, pour nos objectifs financiers, nous maintenons notre vision à long terme, malgré les événements actuels. Merci beaucoup nos conseillers, planificateurs de l'équipe majeure gestion privée. On va immédiatement rejoindre Jean-Philippe Bry. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Fabien. Vous m'entendez? Oui, merci d'être avec nous, Jean-Philippe. Dans les dernières semaines, dites-moi, est-ce que vous avez travaillé relativement fort pour refaire les portefeuilles en prévision des élections ou c'était déjà fait escompté? Disons que depuis quelques semaines, en fait, on a rajouté des pondérations en actions dans nos portefeuilles. Vous avez rajouté, vous ne l'avez pas enlevé, là. Non. On a eu tendance à rajouter. Il faut dire quand même qu'on a été sous-pondéré des actions par rapport à notre indice de référence. Donc, on les a augmentés pour être légèrement surpondérés, les actions. Et donc, et la raison principale, c'est deux choses. Je dirais que la première, c'est que les conditions financières vont rester très favorables. On voit qu'il y a eu un genre de pivot parmi les banques centrales qui était de dire qu'on va garder les taux d'intérêt très bas, même si on arrive à atteindre un niveau d'inflation de l'ordre de 2%, on va maintenir des taux bas et donc des conditions financières qui seront excessivement favorables pour les marchés financiers en général. La deuxième chose, c'est les programmes fiscaux. Les programmes fiscaux qu'on voit en Europe, qu'on voit maintenant aussi en Chine et aussi éventuellement avec
une situation où Biden gagnerait l'élection avec une majorité au Congrès et avec les propos que je partage de Raphaël que je partage tout à fait, qui a été mentionné précédemment. Alors, en ce qui concerne l'aide gouvernementale, les allègements fiscaux, c'est en fait tous les programmes qu'on peut voir dans le monde pour aider tant les entreprises que pour les citoyens. C'est exact. Enfin, disons que jusqu'à date, faut être un peu clair sur les mesures qui ont été prises. Les mesures qui ont été prises aux États-Unis et dans le reste du monde, du reste, après le COVID, ça a été vraiment pour boucher des trous créés par le ralentissement économique dû au COVID. C'était des soutiens aux foyers, soutiens aux particuliers, soutiens aux entreprises. La prochaine étape, c'est comment redémarrer l'économie et sous quelle forme on veut la redémarrer. Et on voit très bien en Europe, il y a un mouvement vers une économie verte, vers une économie de transformation. Et c'est là où on va voir des investissements très, très importants. On a la Chine qui fait exactement la même chose, qui est bien en avance par rapport à nous en termes de transformer leur économie, mais ça demande des investissements très, très importants. Et je dirais que c'est la partie qui manque aujourd'hui, c'est les États-Unis. Parce que justement, on connaît bien la politique de Trump qui consiste à ne pas croire au changement climatique et qui ne veut absolument pas investir dans ce secteur. Mais je dirais que parallèlement, il y a quand même le secteur privé qui commence à le faire. Mais un programme de Biden, il a bien évoqué des investissements dans l'infrastructure, dans la transformation économique vers une énergie renouvelable. Il a même fait une petite erreur au dernier débat en disant qu'on va éliminer éventuellement tout le gaz et le pétrole, ce qui est franchement, ce qui ne sera pas le cas, en tout cas. Surtout le délai invoqué, par exemple, d'ici 2030, c'est très court. Enfin, c'est-à-dire, c'est d'être neutre carbone en 2030. Ouais. Donc, ça veut dire que tout disparaîtrait pas. Mais déjà, le fait d'avancer dans ce sens-là et l'investissement que cela pourrait entraîner est, je pense, sous-estimé par les marchés. Et si on regarde un peu ce qui se passe dans les secteurs, même que ce soit le cuivre, hein, le cuivre est quand même à son plus haut depuis plusieurs années. On a rebondi de façon très agressive depuis Covid. C'est pas pour rien. C'est pour anticiper justement ces investissements, ces investissements aussi en infrastructure, que ce soit en Europe, aussi en Chine, et éventuellement, comme je le dis, aux États-Unis. Alors, le cuivre, vous en parlez parce que c'est à la base du secteur des télécoms, mais ça touche aussi plein d'industries, particulièrement la construction. Oui, principalement la construction. Mais en fait, Fabien, vous faites un bon point, en fait, évoquez un point important, c'est que dans la transformation énergétique ou économique, on peut le dire, la concentration de métaux en ce qui concerne les véhicules électriques, en ce qui concerne les batteries nécessaires pour stocker éventuellement l'énergie, en ce qui concerne le changement des stations pour éventuellement recharger les sociétés, sont très, très intenses en matières premières et en cuivre, zinc et nickel en particulier. Vous avez Elon Musk, il y a quelques mois, qui a dit « on a besoin de plus de nickel ». Si on veut vraiment transformer l'économie, on a besoin de plus de nickel. Donc, vous voyez que, en fait, c'est là où on aura s'il y aura des ralentissements dans la transformation, elle viendra par ce billet-là, parce qu'il n'y en a pas assez. OK. Ben, ce qui m'étonne, Jean-Philippe, en vous entendant immédiatement, c'est que vous n'avez pas l'air du tout découragé des élections et ça semble être comme une côte à gravir, c'est tout. Oui, parce que en fait, je pense que la plupart des investisseurs, ils entendent Biden et ils pensent tout de suite impôts. Alors oui, les impôts vont augmenter pour les sociétés. Hein, ils vont passer à peu près 28%. Ça va affecter les S&P 500, ça va affecter les bénéfices d'environ 6 à 8%. Donc, c'est pas rien, ça va quand même les affecter. Les impôts individuels vont remonter aussi vers les 38%, 38%. Ouais, pour ceux qui gagnent plus de 400 000 par année. 400 000 $, c'est plus de 500 000 $ canadiens par individu. Donc, ça va affecter quand même une faible portion de la population. Et quand vous regardez, Jean-Philippe, vous analysez, par exemple, la dette totale américaine, est-ce qu'elle semble carrément exagérée? Est-ce qu'ils vont réussir à l'endiguer un peu? Non. Elle va continuer à augmenter. Non. C'est pour ça que, enfin, c'est-à-dire que, c'est pour ça qu'au niveau des marchés
ça peut être très bon pour 2 ou 3 ans à cause de ces investissements, à cause du fait qu'on va maintenir les taux très très bas. Mais à un moment donné, il y a de très fortes chances qu'on retrouve l'inflation. Et à ce moment-là, ça commence à devenir un peu problématique. Et ça commence à être un problème non seulement pour l'économie, mais aussi pour les marchés. Alors je dirais qu'à court, moyen terme, une présidence Biden, avec bien entendu un congrès démocrate, est positif pour les marchés. Mais si on n'arrive pas à avoir une économie qui redémarre agressivement, on risque effectivement d'avoir cette dette qui va continuer à s'accumuler, à s'accumuler, à s'accumuler. Et ça reste un risque parce que pour moi, il y a zéro chance qu'on fasse réduire les déficits ou réduire, par exemple, l'endettement d'ici dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais dites-moi, Jean-Philippe, en ce qui concerne les probabilités d'un candidat versus un autre, le Congrès ou le Sénat, est-ce que ce sont des scénarios que vous avez regardés pour positionner le portefeuille? Oui, c'est tout à fait. Je pense que, comme le disait Raphaël tantôt, je pense que les chances que Biden gagne la présidence sont très, très élevées. Il y a un peu plus de doutes sur le Sénat. Mais même là, a priori, il gagnera le Sénat aussi. Mais c'est vrai que ça reste un peu plus risqué parce qu'il doit quand même obtenir 3 nouveaux sièges en plus. Et donc, c'est plus risqué. Mais effectivement, on a pris ces scénarios en compte en admettant que Trump soit réélu ou que Biden soit élu avec un Congrès divisé. Clairement, ça poserait un problème pour, en fait, le budget que propose Biden, parce que les républicains ne seront certainement pas en accord. En l'occurrence, je pense qu'il y aura quand même énormément de pression pour faire quelque chose pour soutenir l'économie. Et donc, ça ne sera pas nécessairement mauvais pour les marchés financiers. Mais il pourrait y avoir une période de volatilité. Donc, on a gardé en réserve quand même des liquidités. On n'a pas tout investi dans cette perspective. Mais il faut reconnaître que de toute façon, il y aura d'autres programmes fiscaux, mais peut-être pas ceux spécialement Biden dans un congrès divisé. Mais il y aura certainement encore quelque chose après une période potentiellement de volatilité. Parce qu'il y aura un conflit forcément politique qui s'imposera avec un congrès divisé. Vous avez un confrère gestionnaire, Jeff Elliott, qui est un biochimiste, un biologiste moléculaire, gestionnaire de portefeuille, et lui, il sert de référence, je pense, en ce qui concerne les actifs dans le domaine de la santé et tout ce qui est recherche médicale, biotechnologie. Qu'est-ce que vous voyez de ce côté-là avec justement le défi de la pandémie? On voit 2 choses. La première, c'est qu'on va avoir un vaccin. On pense que ça sera d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Mais bon, même avec un vaccin, ça va prendre plusieurs années pour le diffuser à l'ensemble de la population. Donc, ça ne va pas se passer tout de suite, mais au moins, ça va, je pense, calmer un peu le jeu. On va forcément le donner aux soignants et à ceux qui sont plus vulnérables dans un premier temps. Puis, la deuxième chose, c'est des thérapies. On a quand même des thérapies qui s'améliorent et qui ont déjà quand même baissé le taux de mortalité de façon assez importante. Et la troisième chose qui est importante, c'est les tests sérologiques qui seront plus rapides, ceux qu'on va pouvoir tester en 15 minutes. Et c'est en train d'être mis en place. Il n'y a pas de problème, mais je pense que ça va être disponible de façon générale d'ici quelques mois. Mais ça va aussi beaucoup améliorer les choses. Pourquoi? Parce que en quelque sorte, on va pouvoir faire des tests beaucoup plus rapides, tandis qu'aujourd'hui, on doit attendre 4-5 jours. Donc, pour apprendre des tests avant de prendre l'avion, avant d'aller peut-être au cinéma, avant d'aller dans une pièce de théâtre, pour s'assurer que, en fait, on limite l'exposition avec ceux qui pourraient être contaminés. Alors, forcément, ça coûte de l'argent, mais je pense que c'est le genre de choses auxquelles... Donc, les choses, on est vers la fin quand même. On est à plusieurs, peut-être à 6 mois de la fin de cette situation d'après-nous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est assez rassurant comme propos, mais je constate encore une fois le calme que vous affichez et puis c'est ce qui me rassure le plus. On sera de retour dans un petit instant avec Richard Etu. Alors, à peu près 2 minutes et on revient pour discuter avec Richard Etu. Le message que je veux vous transmettre, c'est celui d'une des recettes gagnantes en investissement parce que je vais être témoin de votre réussite financière.
l'une des clés du succès, c'est la discipline émotionnelle. Parce que si c'était l'intelligence, il y aurait pas mal plus de gagnants. Ceux qui réalisent les plus grands profits, ce sont ceux qui conservent le plan initial d'investissement, et ce, même en période de turbulence comme nous vivons présentement. C'est cette discipline qui leur permet de toujours profiter des meilleures opportunités parce qu'ils restent pleinement investis. La pandémie, elle ne fait pas exception. Elle leur a créé d'incroyables opportunités que les gestionnaires ont saisies et qui se retrouvent même dans vos portefeuilles présentement. D'où l'importance de rester pleinement investi. Alors, laissez-vous pas déranger par la peur. En conclusion, la discipline égale richesse. Bon succès. Savez-vous pourquoi on entend souvent dire que les objectifs à long terme ne doivent pas être dictés par les événements à court terme? C'est simple, c'est la meilleure stratégie. Imaginez pour un instant un individu qui a une brillante idée qui décide de se partir en affaires. Cet entrepreneur va passer quand même beaucoup de temps à établir un bon plan d'affaires et vous savez qu'il va y avoir des obstacles à court terme. Pensez-vous qu'à chaque fois, notre entrepreneur va décider de changer son plan d'affaires? La réponse est non. Donc, tout comme un investisseur, l'entrepreneur a une vision à long terme qui ne doit pas être dictée par les événements à court terme. Voici 5 bonnes raisons pour rester investi. 1. Vous avez un plan financier et votre horizon est à long terme. 2. Votre portefeuille est déjà bien diversifié et correspond à votre profil. 3. Ceux qui gèrent votre portefeuille profitent de la volatilité pour acheter à rabais et vendre à profit. 4. Les décisions basées sur les émotions sont rarement payantes. Et 5. En cas de baisse de la bourse, aurez-vous la discipline d'acheter à ce moment-là sans savoir si on a atteint le creux? Alors, rendez-vous service, demeurez investi. Merci beaucoup, messieurs. Richard Etu est auteur, journaliste, il est correspondant à New York pour la presse. On le rejoint, il est en direct de Manhattan. Bonjour, Richard. Salut, Fabien. Merci d'être avec nous. Et cette campagne semble un peu folle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne cesse de t'étonner? Est-ce que c'est habituel pour toi de voir une campagne qui vire dans toutes les directions comme ça? Non, ben, il suffit, c'est drôle parce que je viens de me déplacer d'une chambre ou d'une pièce à l'autre et d'une fenêtre, je vois une énorme queue de personnes qui attendent pour voter par anticipation. Alors, on voit ça partout, hein, aux États-Unis en ce moment, mais pour New York, c'est la première fois dans toute l'histoire de cet État-là que les gens peuvent voter par anticipation. Et dans mon quartier, en tout cas, c'est une attente de plusieurs heures avant de pouvoir voter. Il y a une espèce de soif d'exprimer son avis au niveau politique. On le voit partout. Et je pense que dans les premières journées là, du vote par anticipation, ce sont les démocrates qui exprimaient cette volonté de voter au PS. Mais je pense que les républicains voient ça et peut-être que parmi la foule, maintenant, on voit plus de républicains qu'au début. Mais qu'est-ce que ça, j'ai jamais vu ça. Par anticipation, justement, pourquoi il y a cette ferveur? Les gens sont pressés ou ils ont peur de devoir attendre le 3 novembre? Bien, il y a deux choses. Ça a toujours existé. Bon, en fait, ça existe depuis plusieurs élections. Mais il y a ce désir, je pense, des gens d'exprimer un vote le plus tôt possible pour éviter des scènes de chaos qu'on a vues le jour de certains scrutins. À la mi-mandat, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu des scènes, là, mais en Géorgie notamment, il y avait des attentes interminables jusqu'à 12 heures. Les gens veulent éviter ça. Donc, en utilisant cette possibilité de voter par anticipation, on avait aussi encouragé le vote par correspondance. Il y a quelque temps, dans un contexte de pandémie, bien sûr, mais là, avec les doutes concernant l'efficacité de la poste américaine, ça augmente la motivation des gens de voter eux-mêmes et de s'assurer que le vote va compter. Eux-mêmes en personne peuvent voir que le vote a été reçu. Ce qu'on peut faire quand on fait un vote par correspondance, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut contacter les commissions électorales et parfois sont tout simplement débordées. Mais en ce qui concerne le vote comme ça par anticipation, est-ce qu'il sera comptabilisé rapidement comparativement au vote postal? Bien, ça dépend des États. Il y a certains États où le vote par correspondance ne commencera à être dépouillé qu'après le scrutin
la fermeture des bureaux de vote. Ça va être comme ça, par exemple, au Wisconsin et possiblement et aussi assurément en Pennsylvanie. C'est pour ça que pour ces États clés-là, le vote par correspondance va être plus long à dépouiller et on va attendre davantage pour avoir le résultat final. Alors qu'en Floride, on commence déjà à dépouiller le vote, à s'assurer que les votes sont bons, etc., si bien qu'eux sont habitués, le soir même de l'élection, les votes par correspondance sont annoncés en même temps que les votes qui ont été déposés en personne. Cette campagne électorale, moi, ce qui m'a énormément surpris pour en avoir suivi quelques-unes, c'est qu'on a, comparativement à 2016, des républicains rebelles qui s'affichent publiquement et qui sont allés chercher des sommes colossales. Je pense au Lincoln Project. Et puis, devant l'écran ici, j'ai mis quelque chose que vous avez vu. Oui. C'est sur Times Square, une publicité qui vise Ivanka et Jared Kushner. Oui, donc le Lincoln Project, ça a été fondé par des stratèges, des faiseurs d'images républicains, anciens ou actuels. Et parmi les campagnes qu'ils ont menées, il y a ces affiches qu'ils ont installées sur Times Square. Ça, c'est vendredi ou jeudi passé. Ça fait beaucoup jaser, notamment parce que les personnes visées, on parle de Jared Kushner et Ivanka Trump, ont poursuivi ces gens-là. Et eux sont morts de rire parce que souvent, la publicité est encore meilleure lorsqu'il y a ce genre d'action-là. Et ils ont répondu à la lettre d'avocat du représentant du couple en disant poursuivez-nous si ça vous chante, mais on n'enlèvera pas les panneaux en question. Et cette réalité-là que vous évoquez, évidemment, il n'y a pas seulement le Lincoln Project, il y a un groupe qui s'appelle Republican Voter Against Trump qui diffuse partout aux États-Unis des pubs de républicains, souvent des personnes qu'on ne connaît pas ou plus ou moins anonymes, mais qui témoignent de leur décision de tourner le dos à leur parti pour voter pour Biden. Et parfois, ces témoignages-là sont prenants, puisqu'il y a des anciens soldats, des personnes qui ne sont pas nécessairement associées automatiquement au Parti démocrate ou aux causes progressistes qui disent ce que Trump représente, ben, c'est des choses qui ne devraient pas se passer aux États-Unis. Donc, il y a toute une architecture qui s'est créée au fil des mois de républicains contre Trump, à savoir, est-ce que ça change des votes? Moi, je suis plutôt sceptique, notamment concernant les annonces de Lincoln Project. On en parle beaucoup. Oui. Je pense que les pro-Biden ou les anti-Trump jouissent en les voyant. Je ne suis pas certain à 100% que ça fonctionne au niveau de changer les opinions, mais ça rentre certainement dans la tête de ceux qui sont ciblés comme ce couple-là, mais aussi Donald Trump qui se fâche souvent contre ces gens-là. Mais en ce qui concerne justement sur le terrain, est-ce que vous voyez au jour le jour, je comprends que Manhattan est assez démocrate. Hein? Alors, les républicains qui s'accrochent, que disent-ils? Pourquoi il faut voter républicain selon eux? Bien, il y a cet attachement-là de plusieurs républicains pour leur parti. Donc, je le constate sur le terrain en parlant aux gens, on l'entend souvent, des gens qui disent « je n'approuve pas tout ce que dit ou fait Trump, j'aimerais ça qu'il cesse de tweeter, mais je ne veux pas que mon pays devienne socialiste. Je ne veux pas que, ou je n'ai pas confiance aux démocrates de façon générale sans nécessairement utiliser cette étiquette de socialiste. » Donc, il y a cet attachement au Parti républicain, à la cause républicaine, et il y a aussi une satisfaction pour certaines initiatives ou certaines réalisations de Donald Trump. Je pense que Raphaël en a parlé. Au premier titre, il y a tous les changements au niveau de l'appareil judiciaire. Oui. Il y a ces réductions d'impôts. On entend aussi dire mon 401k sous Trump a bien fonctionné, bien performé. Je ne suis pas certain que ça va être la même situation avec Biden, avec ses hausses d'impôts, avec
son projet de transition énergétique, vous comprenez? Ouais. Et il y a des gens tout simplement qui disent Trump, de A à Z, je suis d'accord avec lui. Ah oui. Mais en fait, je pense qu'il est divertissant. Puis là, c'est non, ben, il est divertissant, je pense, pour certaines personnes. Mais si vous me demandez quel est le sentiment qu'il inspire, même à certains de ses partisans, c'est une certaine fatigue. Les gens sont fatigués. C'est pour ça qu'on entend dire, même ses partisans dire, il faudrait qu'ils arrêtent de tweeter. C'est lourd à tous les jours. Et je pense que c'est un des thèmes que Barack Obama exploite ces jours-ci au profit de Biden en disant aux gens, imaginez, après le 4 novembre, vous allez vous réveiller et vous n'aurez pas à vous soucier de savoir qu'est-ce que l'autre a tweeté ce matin. Mais il a tellement tweeté des trucs gros, exagérés, que finalement, il a atteint sa propre crédibilité, là, parce que finalement, le fait de s'associer à QAnon parfois ou de ne pas décrier des groupes xénophobes ou suprématistes blancs, ça fait en sorte qu'on commence à s'apercevoir que son jeu n'est pas très subtil. Ben, il se perd un peu dans son labyrinthe, dans ses obsessions personnelles qui sont alimentées par un certain Internet qui l'intéresse ou certains réseaux sociaux qui l'intéressent ou Fox TV. Mais ça ne correspond pas nécessairement aux préoccupations des gens. Et c'est ce qui fait la différence, à mon avis, par rapport au discours qu'il tenait lors de sa première campagne présidentielle. Quoi qu'on puisse en penser, il demeure qu'il défendait des thèmes qui rejoignaient les gens. L'immigration, les questions de libre-échange, la question de la corruption de façon générale du système. Tu sais, il disait beaucoup, moi je suis riche, je n'aurai pas besoin de quêter de l'argent pour survivre politiquement, donc je vais être indépendant des lobbies, etc. Bien, tout ça, c'était des choses qui résonnaient au niveau de la population. Mais aujourd'hui, il vit comme dans sa propre réalité et cette réalité-là, bien, ça ne rejoint pas tout le monde qui ne sont pas connectés là, sur Internet 24 heures sur 24. Son acharnement, justement, en tweetant et sur des thèmes qui lui sont chers et le fait qu'il le fasse avec beaucoup d'agressivité et parfois de vulgarité, est-ce que c'est quelque chose qui peut être relié aux nombreuses poursuites qui pourraient être déclenchées au lendemain de sa présidence? Vous voulez dire qu'il est nerveux? Ouais. Oui, je pense qu'il doit y avoir dans sa tête là, une crainte de ce qui va lui arriver, non seulement au niveau financier, mais aussi possiblement au niveau judiciaire, puisqu'il y a plusieurs causes qui qui sont en cours. Hein. Juste à New York, il y a la procureure générale de New York qui le poursuit, je pense, dans 2 dossiers différents. Il y a aussi le procureur de Manhattan qui le poursuit. Il y a des causes aussi au niveau fédéral. Donc, il sait très bien qu'il est à découvert et que s'il redevient citoyen, il n'aura pas la protection d'un procureur général des États-Unis comme William Barr. Et donc, c'est un homme nerveux. On le voit ce matin, notamment, il publiait des tweets en majuscules, erronés, ou faux, ou mensongers. Tu vois qu'il perd un peu les pédales, mais bon, c'est aussi Donald Trump et ça n'empêche pas le fait que, comme Raphaël le soulignait, que c'est pas joué à 100%. Ça va mal pour lui, mais c'est pas joué à 100%. La poignée de sa poêle à frire qui voulait asséner sur Biden, c'est Hunter Biden. Mais on dirait que ça ne colle pas. On dirait qu'il y a ça colle pas parce que, il y a deux. Ça ne colle pas principalement parce qu'il n'y a rien là, mais aussi parce que les médias ont eu comme une leçon en 2016 en poursuivant des allégations qui provenaient parfois du gouvernement russe, hein, qui étaient alimentées par le gouvernement russe, et ils ont embarqué à 100% et ça a causé beaucoup de tort à Hillary Clinton. Ils ont mis en ligne des documents qui n'étaient pas nécessairement faux, mais
le contexte dans lequel ces documents-là ont été présentés et la force avec laquelle les médias ont joué ça a créé une distorsion. Et ils ne veulent pas répéter la même chose. Et là, tu arrives avec l'histoire de Hunter Biden et tu vois que l'accusation principale ne tient pas à savoir que est-ce que Joe Biden était, au courant de tout ce que son fils faisait, et deux, est-ce qu'il a profité financièrement des actions de son fils, soit en Ukraine ou en Chine. Et là, la semaine passée, le camp Trump attendait avec impatience que le Wall Street Journal, à qui on avait donné tous les documents, se prononce. Et eux étaient convaincus que c'était le coup qui était pour faire mal à Joe Biden, parce que le Wall Street Journal, même si sa page éditoriale est très marquée à droite, c'est quand même un journal dans les colonnes de nouvelles qui est très respecté. Oui. Ils ont consulté les documents et on dit, en aucune, selon les documents, Joe Biden n'a été mêlé aux affaires de son fils. Alors, son fils a commis des erreurs de jugement. Il a utilisé le nom de son père pour essayer de s'enrichir. Mais est-ce que le père doit aujourd'hui être jugé à la lumière des erreurs de son fils? C'est là où les journalistes ont dit on n'embarque pas là-dedans. Oui, absolument. Et puis, je crois que la goutte qui fait déborder le vase, puis surtout que cette affaire, finalement, c'est anti-adhésif. C'est Poutine sur Reuters hier qui mentionne que il n'y a rien là et puis on n'a rien à reprocher à Biden. Oui, il y a eu 2 hommes d'État ces derniers temps qui ont fait des déclarations qui n'étaient pas nécessairement pro-Trump. Il y a Poutine qui a dit il n'y a rien là, justement. Et je ne sais pas si vous avez vu, après que Trump fièrement ait annoncé la normalisation des relations entre le Soudan et Israël, il a réuni les journalistes dans le bureau aval et il y avait Benjamin Netanyahou au bout de la ligne et il lui a dit c'est pas Sleepy Joe qui aurait fait ça, n'est-ce pas Bibi? Et Bibi a répondu on apprécie finalement l'aide de tout Américain qui recherche la paix. Et là, tu voyais le visage de Trump un peu se défaire. Il était déçu de son coup. Oui, absolument. Ben, c'est un peu, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des alliés qui s'affaisent un peu et commencent à tempérer en se disant « mais s'il n'est pas réélu, il ne faudrait pas que je déplaise à l'autre ». Voilà, c'est ça. Donc, on voit la politique internationale, ou les politiciens de la scène internationale qui regardent la situation et qui ne veulent pas se mouiller inutilement, sachant qu'il y aura peut-être une transition à Washington en janvier. Peut-être, hein? On dit toujours peut-être. Oui, peut-être. On verra bien. Merci beaucoup, Richard. Merci à tous ceux qui ont participé, Raphaël Jacob, également Jean-Philippe Bry. Et en terminant, je voudrais vous parler du meilleur indice de sécurité en ce qui concerne les marchés dans la situation actuelle. Et j'ai cru vous présenter un cockpit. Vous voyez tous ces boutons, tout ce qui entoure le pilote. Évidemment, c'est insécurisant. Quelqu'un qui ne sait pas piloter va voir tout ça et il a raison d'avoir des craintes, surtout quand il y a de la turbulence. Alors, le conseiller, le planificateur, le gestionnaire de portefeuille, il est le pilote. Il connaît tous les leviers pour que le portefeuille de ses clients se rende à bon port. Mais non, on ne peut pas juste, en regardant les boutons, être sous panique parce qu'il y a vraiment un pilote dans l'appareil. Et quand on est dans un avion et qu'il y a de la turbulence, moi, je vous invite à regarder le non-verbal du pilote. Comment il se comporte, comment il parle, le ton de sa voix, etc. Tout le non-verbal va vous dire s'il est en situation de maîtrise ou pas. Et vous voyez un peu ici, tout va très bien, ne craignez rien. C'était le pilote dans le film Airplane. C'était vraiment une parodie des films catastrophes. Mais en ce moment, les conseillers qui vous ont parlé, ils sont en maîtrise de la situation, connaissent tous les leviers du portefeuille et savent que tout se passe comme prévu. Et que ce soit une élection ou une pandémie, on avait prévu dans votre plan financier qui était pour avoir justement de la volatilité. Je tiens aussi à vous remercier de votre participation et tous ceux qui ont été présents et vous inviter aussi à aller peut-être du côté des sites Internet de nos collaborateurs. Raphaël Jacob
le blog de Richard Etu. Il y a la page signature sur ci.com pour aller voir les écrits et les performances aussi de l'équipe signature avec Jean-Philippe Bry. N'oubliez pas de contacter votre conseiller planificateur de l'équipe Major, équipemajor.ca, majorgestionprivé.com. Vous allez voir leur nom, vous pouvez écrire et poser des questions peut-être de vous faire rassurer ou encore d'avoir des compléments d'informations sur l'événement auquel vous venez d'assister. Ici Fabien Major, je suis fondateur associé principal de Équipe Major Gestion Privée. Je vous dis à la prochaine et merci beaucoup d'avoir été présent à cet événement.